Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Qui va remporter Wimbledon 2021 et pourquoi Novak Djokovic, le Serbe grand favori de cette édition de Wimbledon? On n'a pas eu de gazon de best of five depuis 2 ans, depuis la finale, cette mystérieuse finale entre Djokovic et Federer où il s'était passé des dingueries dans le 5e set, on s'en souvient. Charlotte, tu t'en souviens, on avait regardé ce match sur Twitch? Non, tu as oublié. Blackout. Bon, déjà, comment ça va? Comment tu te sens par rapport à ce tournoi Wimbledon, le retour du gazon après beaucoup d'émotions à Roland-Garros? Ouais, bah écoute, ça va. C'est vrai que la transition de terre battue gazon n'est jamais évidente. Je trouve que ça l'est encore moins cette année, vu qu'on n'a pas eu de tournoi sur gazon depuis 2 ans. Mais là, tu vois, après le tirage au sort de Wimbledon, j'ai hâte d'y être, parce qu'on a quand même des affiches ultra intéressantes dès le premier tour, donc ça va être sympa. Yes, alors on montre immédiatement les cotes pour le tableau masculin. On a Novak Djokovic 1,80 carrément, ultra favori Novak. Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev à 7, Roger Federer à 8. Je trouve que c'est assez élevé pour Roger. Et Zverev, Berrettini à 12. Ensuite le reste du monde, Shapovalov, Rublev, Sinner, etc. à 30. Donc on a vraiment un ultra favori sur cette édition. On va regarder d'ailleurs le tableau en détail. Donc ce sera Djokovic contre Draper sur le premier tour. Jack Draper qui a fait un bon Queens, qui a battu Sinner et Bublik, qui allait jusqu'en quart de finale. C'est un petit espoir britannique de 19 ans. On va voir ce qu'il est capable de faire. On va poser la question tout de suite. L'éléphant dans la pièce. Qui pour gêner, qui pour embêter Novak Djokovic? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour lui, pour qu'il ne remporte pas un 20e Grand Chelem? Parce que ça paraît quand même assez écrit à l'avance. Ah bah là totalement, c'est vrai que vu la forme qu'il a montrée à Roland-Garros, c'est quand même difficile là de pas le donner ultra favori de Wimbledon. Il y a de la concurrence, mais honnêtement, pour moi il est le principal favori. C'est quand même difficile de placer quelqu'un d'autre que Djoko justement en favori pour le titre. Ouais. Pour moi très clairement il a une autoroute jusqu'en finale, donc quand on voit son tableau c'est... Ouais, alors dans sa partie, dans la partie haute, on a Rublev, éventuellement, on a Sinner, on a Fognini en tête de série, on a Gaël, mais bon Gaël, sur gazon, ça a jamais vraiment été extraordinaire, et puis de toute façon, là maintenant, Gaël est dans une partie de sa carrière qui est peut-être déclinante. On a Diego Schwartzman, pas le spécialiste non plus. Pas le joueur de l'année sur gazon, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc en fait, on a un tableau qui ne présente pas beaucoup de difficultés a priori pour Novak Djokovic. Si ce n'est, ce serait vraiment fin de tournoi, mais quand la machine est lancée, quand tu arrives en 2e semaine, c'est beaucoup plus facile pour un joueur comme ça. Je pense que et comme, on va dire, les favoris, c'est peut-être plus facile de les battre sur les premiers tours à Wimbledon. Il y a un peu plus d'upset sur ce tournoi, habituellement. Là, on sent quand même que sa montée en puissance va être assez tranquille. Alors, dans la moitié, on a Tsitsipas, après, potentiellement en demi-finale. Sinon... qui pourrait vraiment le gêner en fait, à part lui-même? Je pense que c'est lui-même son propre ennemi. Oui, comme toujours finalement. Un petit peu. Il peut y avoir des questions de est-ce qu'il a du jus encore après son gros Roland-Garros quand même, parce qu'on rappelle Musetti menait 2-7-0. Contre Nadal, il a fallu beaucoup puiser également pour pouvoir l'emporter. Ça a été un match très âpre, 3e set absolument mythique. Vraiment un super match dans une belle ambiance avec un couvre-feu qui avait été repoussé d'ailleurs un tout petit peu. Et la finale, la fameuse finale dont on a tant parlé, qui a créé un peu de polémique d'ailleurs, avec 2-7-0 pour Tsitsipas et un retour de Novak. Donc il peut y avoir cet élément-là, éventuellement un élément de fatigue physique ou mentale, mais là on l'a vu à Majorque, se ressourcer en double avec, d'ailleurs marrant, un certain Gomez Herrera, qui est coaché par Pepe Imaz. Tu sais, Pepe Imaz, c'est celui avec les t-shirts. Oui, le gourou, le fameux gourou, avec les t-shirts en cœur, Amor y Paz. Donc on a la Pepe Imaz Connection qui a brillé à Majorque. Ouais, attention qu'ils rôdent pas trop autour de Djoko quand même. Ils se sont séparés et a priori ils sont. Je pense que s'il y a eu un double avec Gomez Herrera, c'est qu'ils restent quand même en bons termes. Bref. La question pour Novak, ça va être surtout son propre niveau de jeu, sa propre détermination, sa propre capacité à rester très performant sur 7 matchs. Personnellement, j'ai peu de doutes. Ça paraît écrit. Tennis Twitter était complètement en ébullition après le tirage au sort. Tout le monde a vu ça, tout le monde s'est dit bon, donnez-lui immédiatement le trophée. Ça sert à rien de faire un tournoi en fait. Non, bon, après, on n'est quand même pas à l'abri qu'il y ait une blessure. Évidemment, ça peut arriver à tous les joueurs. Et puis, peut-être des joueurs comme
Tsitsipas, comme tu as cité, ou Medvedev, ou pourquoi pas Berrettini, je pense qu'on va revenir dessus juste après, mais ouais, enfin voilà, après c'est jamais non plus gagné d'avance, il faut aussi garder cet état d'esprit, mais oui, ça sera plus facile qu'à Roland-Garros, je pense. Alors quelque chose de très important aussi à Wimbledon, c'est la faculté d'adaptation d'un joueur, parce qu'on sait, c'est une surface qui est vivante, c'est une surface qui évolue au fur et à mesure de la compétition. En première semaine, c'est un gazon qui est très frais, il y a des glissades, il peut y avoir des torsions, des petits problèmes au niveau des appuis, notamment en fond de cours. En deuxième semaine, c'est un peu plus de la terre, c'est un gazon qui... Alors c'est marrant d'ailleurs, sur Twitter, il y avait une discussion entre Andy Murray et un spécialiste de tennis qui expliquait que les conditions changeaient, dans quel sens, pour quel type de profil ça pouvait avantager. Et Murray disait que c'était plus rapide en deuxième semaine, les conditions. Alors qu'on a plutôt tendance à penser que c'est en première semaine que c'est plus rapide, donc voilà, il y a toujours des débats là-dessus. Mais ce qu'on sait dans tous les cas, c'est que c'est une surface qui réclame de l'adaptation, d'être un clean hitter aussi, quelqu'un qui centre bien ses balles, quelqu'un qui a une bonne technique, une bonne main. Et ça définit en fait Novak Djokovic. Un gros service aussi, c'est important. C'est toujours important, même si le gazon évidemment a évolué entre 1994, c'est l'an 1 du ralentissement de la surface, et puis ensuite, au début des années 2000, on le sait, ils ont vachement ralenti le gazon. Donc en fait, Novak, c'est le prototype du joueur parfait pour cette surface, pour briller, pour remporter encore un 6e Wimbledon. Et ce serait peut-être contre Roger Federer en finale, pourquoi pas. Ça, on en est loin. Ça nous rappellerait de sacrés souvenirs, ça. Ça nous rappellerait la finale 2019, et pas que, parce que Novak Djokovic a disputé 3 finales contre Federer à Wimbledon, il a remporté les 3. Donc contre le joueur qui est considéré comme le meilleur de tous les temps sur gazon, ça fait un petit peu tâche. On passe à Matteo Berrettini, qui pour moi, clairement, je vous le dis, c'est mon deuxième favori de cette édition 2021 de Wimbledon. Tu le sens comment, toi, Berrettini, par rapport à ces dernières semaines, son état de forme ? Je partage ton avis. Alors, j'aurais peut-être pas placé en deuxième favori derrière Djoko, mais oui, clairement, je pense que c'est un joueur qui est fait pour, pourquoi pas, pour aller embêter Djoko sur cette édition. J'allais dire Roland Garros. Il l'a embêté à Roland Garros. Ouais, il lui a posé des difficultés, il a bien résisté, il a fait un très grand match, surtout dans le 3e set. C'est un joueur qui a un gros service, gros coup droit, vraiment un service Maus, c'est peut-être le meilleur serveur actuellement. Sans compter... oui, il a quand même le profil aussi pour être un très gros joueur sur gazon, ça c'est clair. Ah oui. En plus, il a quand même remporté le tournoi du Queens la semaine dernière, donc c'est aussi un atout assez important. Oui, c'est un joueur qui est vraiment multi-surface, qui est un petit peu sous-coté, que j'ai pu avoir tendance à critiquer un petit peu à une certaine période. Il a vécu une année 2020 assez contrastée. On se rappelle de 2019, avec son été américain, il fait une demi-finale contre Nadal, il va au Masters, ensuite il est dans les 8 meilleurs mondiaux. Il y a eu un petit temps de digestion, je pense, et puis aussi le coronavirus, la situation très particulière avec des stades vides, qui peut te poser des difficultés en termes de motivation. On demandera ça à Dominic Thiem. Par ailleurs, la dépression qui continue, plus la blessure. C'est terrible. C'est terrible, ouais. On n'a pas de dodo avant l'été américain, là. Ça va même être compliqué pour lui d'aller défendre son titre à l'US Open. C'est clair, c'est un grand problème, donc il sera pas là à Wimbledon. Est-ce qu'il aurait été un contender de toute façon ? Je pense pas, mais... Non, mais bon, il faut quand même qu'il puisse aussi retrouver un peu de confiance, et là, c'est vrai que la dépression plus la blessure, ça commence à faire beaucoup, et c'est un joueur qu'on apprécie, donc ça fait vraiment pas plaisir de le voir dans cet état, et j'espère vraiment qu'on le reverra très vite au top, parce que je trouve qu'il manque quand même au circuit quand il est pas là, Dominic Thiem. C'est clair, et surtout là ça a été un peu le fantôme de Dominic Thiem depuis le début de la saison. Alors certes, il y a un Madrid intéressant, il fait une demi-finale, mais bon, on l'a pas senti capable de faire quelque chose de bien depuis trop longtemps. Pour terminer sur Berrettini, un super slice aussi, très important sur cette surface, de pouvoir accumuler les slices, proposer des balles basses à ses adversaires, demander aux adversaires d'être bien campés sur les appuis, bien bas. Ça peut être difficile pour certains joueurs très grands notamment. Donc Matteo, à mon sens, l'un des outsiders plus de ce tournoi. Alors c'est particulier comme tournoi parce qu'on a vraiment un ultra favori, et derrière on a une brochette de joueurs qui peuvent l'emporter si jamais il y a un craquage de Novak. Un autre joueur qui figure dans ce peloton,
pour moi, c'est Stefanos Tsitsipas. Il sort d'un Roland-Garros assez épique, avec, Oui. je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, une demi-finale, beaucoup de tension contre Zverev, il remporte le match en 5-7, au début du 5e, il y a un 0-40, il arrive à se remettre dedans, et derrière, il remporte le match. Contre Novak, des regrets quand même, je pense, avec ce jeu à 2-1 dans le 3e, qu'il n'arrive pas à hold, et derrière Novak qui s'envole. Comment est-ce que tu le sens, Tsitsipas, en sachant qu'il a jamais fait mieux qu'un 8e de finale, mais c'était en 2018, donc c'était il y a très longtemps. Ouais, ça fait longtemps, et puis c'est vrai que là, on a quand même finalement très peu de repères. Il a pas fait de tournoi de préparation avant Wimbledon. Ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu sur cette surface, donc forcément, Tsitsipas, on sait pas trop comment il va arriver, parce que mine de rien, c'est un joueur aussi qui a beaucoup évolué en l'espace de 2 saisons. Ah oui, oui, oui. Et puis, il faut voir aussi comment il a digéré sa finale à Roland-Garros, et je pense que ça aussi, ça va être un paramètre important à prendre en compte, parce que est-ce qu'il va, je sais pas, faire comme Dominic Thiem ou Zverev par exemple. Enfin, je prendrais plutôt le cas de Zverev parce qu'il est ressorti perdant de sa finale, mais Ouais. où finalement, il va s'appuyer sur cette expérience-là pour aller très loin dans le tournoi, et il va peut-être savoir mieux gérer aussi les derniers tours s'il y arrive. Ouais. Mais il y a quand même un point d'interrogation, je trouve, autour de Tsitsipas, c'est dans quel état mental il va arriver. Et je pense que c'est surtout ça, en fait, dont on n'a pas de repère, en fait. Clairement, alors il y a 2 possibilités. Soit il est porté par son élan de Roland-Garros, une espèce de cercle vertueux comme ça, en sachant qu'il a perdu sa grand-mère. Par contre, il l'a appris après le tournoi. Il y a eu des fake news. On pense à José Morgado, qu'on embrasse, qui a répandu une information qui était erronée. Ça arrive à certains journalistes. Tout le monde pensait qu'il était au courant quand il est rentré sur le court, mais c'était pas le cas. Pas du tout, non. Mais bon, il a fallu, je pense, digérer ce deuil. Il était assez proche de sa grand-mère, si j'ai bien compris les différents témoignages. Il y a ça. Il n'y a pas eu de tournoi préparatoire pour Stefanos. Alors il s'est entraîné sur gazon, mais il n'a pas disputé de tournoi préparatoire, donc il peut y avoir aussi peut-être un manque de rythme, de repères. Il jouera Tiafoe au premier tour. On voit à côté, là, sur le tableau, Tiafoe, c'est pas de la tarte, et dans sa partie, après quand même ça reste un joueur qui doit être capable de sortir de cette partie-là. Dans son quart, il y a Chapeau, mais bon, Chapeau, trop d'irrégularité. Oui, qui a été blessé aussi. Ouais, et puis je l'ai vu au Queens, c'est toujours Chapeau, quoi. C'est trop de prise de risque et pas assez de contrôle sur son tennis. Un joueur qui peut se faire breaker aussi un peu trop souvent, ce qui cause beaucoup de tort sur cette surface. Donc voilà, il y a peut-être Pospisil, Khachanov qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis 2 saisons maintenant. Donc a priori, Tsitsipas quand même qui devrait pouvoir avancer dans le tableau, à mon sens. Un autre joueur, et là on bascule dans la partie basse, Daniil. L'affreux Daniil Medvedev. Eh oui. Bon, Daniil qui est à Majorque, qui est en train de bronzer à l'heure où on parle. Beaucoup de chance pour lui, parce que en France, là, c'est pas un temps terrible pour tout le monde. Daniil, jamais mieux qu'un 3e tour à Wimbledon. Donc, on le rappelle, gros service, un jeu à plat, un peu vintage, qui peut bien s'exprimer sur cette surface. Je suis un petit peu sceptique avec son coup droit. Je trouve que c'est un coup qui manque de régularité, qui est un petit peu à l'arraché. Et j'ai peur que ça se voit en fait sur une surface où tu as le rebond qui fuse très vite et il va falloir être très compact, très bas pour Daniil. Par contre, après le revers, c'est une super arme sur cette surface. Tu le vois comment, toi, le russe ? Oh moi je le place aussi parmi les outsiders, de toute façon il en fait partie, ça c'est évident. Après c'est pareil, Daniil il a beaucoup évolué en l'espace de 2 ans, donc à voir comment il va aborder ce tournoi. Alors sachant quand même qu'il n'a pas un premier tour facile contre Struff. Contre Jean Lénard. Eh oui, donc je pense qu'il va devoir se mettre tout de suite dans son tournoi. Après, on a bien vu aussi à Roland-Garros, il n'avait pas beaucoup d'ambition, finalement, il a quand même été assez loin dans le tableau. Il a l'air de plus se plaire, je pense, sur gazon, donc je pense qu'il a quand même les capacités d'aller assez loin dans le tableau. Et puis au vu de son tirage, c'est pas non plus le tirage d'enfer pour Daniil. Bon, il y a potentiellement un Marin Cilic sur sa route, Cilic qui revient plutôt en forme là, ces dernières semaines, mais... Ouais.
Bon, à part ça, je pense qu'il devrait se hisser en deuxième semaine assez aisément, hein, sans trop de surprises. Alors en fait, il y a une difficulté, hein, là on vous le dit clairement, pour bien anticiper ce qui va se passer sur ce Wimbledon 2021, parce qu'on n'a pas de lecture vraiment de la situation. Alors certes, il y a eu des tournois préparatoires, mais on n'a pas eu de best of five depuis 2 ans sur cette surface. On a des repères qui sont un petit peu chamboulés. Donc c'est assez dur en fait de lire précisément ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'upsets, beaucoup de têtes de série qui vont tomber assez vite. Je pense sur la première semaine, il risque d'y avoir du carton, comme assez souvent sur cette surface sur Wimb. Mais c'est assez dur à lire. Je pense qu'il va y avoir une prime à l'expérience, éventuellement aussi une prime à ceux qui savent bien s'adapter, hein, comme je l'ai dit, qui sont capables de changer de jeu comme ça très rapidement et d'avoir une faculté de tout simplement se modeler en fonction des circonstances. On a parlé de Medvedev. Parlons maintenant du dernier favori, Roger Federer. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de favori après ce qui s'est passé à Halle ? Compliqué pour Federer. Pareil, hein, quand on voit son tableau, sur le papier, on peut se dire qu'il a potentiellement les capacités d'aller assez loin dans le tournoi, mais vu sa prestation la semaine dernière, franchement, et là, au meilleur des 3 sets, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, Roger. Ça va être assez compliqué pour lui, je pense, d'enchaîner les matchs. Ouais, moi là, je vois Mana, je me dis, il peut tomber contre Mana. Au premier tour, tu penses que Manarino... Mana, c'est bien, c'est très très bien sur gazon. Federer, là, ce qu'il a laissé comme impression à Halle, c'était catastrophique. Hein. Tu vois, à partir de la moitié du deuxième set, jusqu'à la fin du match, il est complètement absent, il est plus du tout proactif sur les jambes. Il y a même une image qui est terrible sur la fin du troisième set, où il a la tête basse, il est très négatif. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Hein. Ouais, et il a attendu, en fait, avant d'aller en conférence de presse, parce qu'il avait peur de dire une bêtise. Oui. Donc très frustré, très... pas du tout d'énergie. Mais ça, je pense que ça va être assez commun maintenant pour lui, Roger. Déjà, il avait ça en 2018-2019. Beaucoup de hauts et de bas. Parfois, un set qui est complètement lâché. Par-ci, par-là, en fait, on se souvient de son premier tour à Wimbledon en 2019. J'ai peur qu'il soit peut-être un petit peu en manque de rythme. Après, ce qu'il a montré à Roland-Garros, c'est rassurant. Donc on a une espèce de double lecture. Est-ce qu'on insiste sur Halle ? Est-ce qu'on insiste sur Roland-Garros, où il a quand même été très bon, très impressionnant au niveau du jeu de jambes, au niveau du déplacement et des intentions offensives ? C'est assez dur de se projeter pour Roger, je trouve. Complètement, ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Après, il y aura peut-être un beau petit deuxième tour contre Richard Gasquet, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Ah, le Richie. Federer Gasquet, ouais, ça pourrait être cool. Mais non, je suis d'accord avec toi, Federer, c'est très compliqué. Effectivement, il a pas laissé de mauvaise impression à Roland-Garros. Après, on sait que sa com est quand même ultra verrouillée, donc finalement, son genou, on sait pas trop où ça en est. Hein, non, c'est vraiment le point d'interrogation. Après, pour moi, ça va être peut-être compliqué pour lui d'enchaîner les matchs quand même en 3-7 là sur cette édition, mais voilà, on sait très bien que s'il y a un tournoi où il peut faire quelque chose, c'est Wimbledon. C'est certainement sa dernière chance, donc je pense qu'il va tout faire pour être prêt, mais il y a beaucoup d'inconnus, et puis de toute façon, nous, on ne sait pas vraiment tout de son état de forme, donc forcément aussi, c'est compliqué de lire en fait, ce tournoi pour Roger. Et c'est dur de s'imaginer qu'il pourra remporter 7 matchs en 3-7 gagnants sur 2 semaines, vu ce qu'il a montré. L'abandon aussi avant Joe Berrettini, qui avait d'ailleurs posé pas mal de questions, une polémique assez acide de la part de certaines personnes sur Twitter, comme d'habitude, réseau social magnifique. Donc Roger à surveiller. Pour moi, c'est plutôt un facteur X d'avantage qu'un favori. On attend de voir comment il se comporte. S'il est très rassurant, très alerte, très aérien contre Manarino, on pourra peut-être changer de discours. Là, on est avant le tournoi et c'est difficile de se dire que Roger peut être un contender sérieux. Je pense qu'un quart ou une demi-finale, déjà, ce serait un très beau résultat avant le tournoi, totalement. Bien sûr. Totalement. Charlotte, on fait un point sur les Français. Également. Alors, je te vois hocher la tête, dubitative. Ouais. Donc nous avons Hugo Humbert, la meilleure chance française
qui affronte, et là tu souffles, Nick Kyrgios. Ouais, Nick Kyrgios, sacré premier tour. Et puis il y en a un, il fallait pas qu'il le tire, c'était lui. Bon, bah voilà, hein, petit remake là de leur match de l'Open d'Australie. Oui, super match, hein, 2 balles de match pour Humbert, c'était au deuxième tour, il n'arrive pas à remporter la rencontre. Kyrgios qui, avec tout le public derrière lui, réussit à remporter le match. Alors, la question c'est quel est l'état de forme de Kyrgios ? Oui, parce qu'il a quand même pas joué depuis l'Open d'Australie. Hein. Non. Il avait pas quitté l'Australie aussi, il l'a quitté là il y a quelques jours, donc... Ouais, bah en fait, bon, il est arrivé au dernier moment, hein, Nick, il s'est pas embêté. Oui, bah, comme d'hab, quoi. Il était à Heathrow hier, je crois. Enfin, du coup, jeudi. Ouais, voilà, mais du coup, c'est compliqué, parce qu'avec Kyrgios, on peut vraiment s'attendre à tout ou rien avec ce joueur, donc... Bon, je pense quand même que Hugo Humbert est favori de ce match-là. En plus, il a quand même remporté Halle la semaine dernière et on a vu à quel point il était à l'aise sur cette surface. Oui. Mais voilà, Kyrgios, c'est vraiment le premier tour piège par excellence et il va pas falloir se laisser embourber dans un match piège face à l'Australien. Ça va être popcorn, en tout cas, très hâte de voir ce match. Ça va être super devant du public. En français, est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, Benoît Paire Bon, Benoît Paire, j'ai pas forcément envie de revenir dessus parce que de toute façon, il y a pas grand-chose à dire sur lui. Non, par contre, encore une fois, Jérémy Chardy qui est pas verni au tirage après Djokovic et Tsitsipas à l'Open d'Australie et à Roland, pardon. Ouais. Là, il tape Karatsev dès le premier tour, donc. Karatgoat. Évident. Moi, je pense que Mana peut faire un truc contre Federer. Après, ouais, c'est un tirage difficile pour les Français, mais en même temps, bon, est-ce qu'ils sont pas un petit peu dans le creux de la vague aussi, quoi. Oui, bah c'est comme chez les filles. Hein. Bah, je pense que d'ailleurs les garçons ont peut-être des meilleurs tirages que les filles côté français, mais voilà. Bon, après Gaël Monfils, comme tu l'as dit, je pense qu'on peut pas espérer grand-chose de lui. Non, voilà, j'ai envie de dire, la meilleure chance française qu'on peut avoir dans ce tableau masculin, clairement, c'est Hugo Humbert. Donc, je pense que voilà, il faudra déjà qu'il se sorte de ce premier tour piège face à Kyrgios. Et après, je pense que Hugo peut peut-être nous faire un petit quart de finale, ça pourrait être sympa. Ça marche. Alors j'espère que vous entendez pas sur cette vidéo-là le voisin qui a décidé de tout démonter les murs juste à côté de moi. Donc je sais pas comment ça va rendre. Il est en train de construire un terrain de tennis chez lui en fait. Oui, il y a un terrain de tennis qui est en train de se construire juste à côté. Donc j'espère que ça va pas trop perturber la qualité sonore de cette vidéo. On va passer aux filles. Donc le tableau féminin, on va le regarder en vitesse. On a Ashley Barty, tête de série numéro 1. On a Simona Halep qui a déclaré forfait. Il y a c'était hier et donc on a un tableau qui est difficile à lire comme d'habitude. Alors la dernière fois on avait fait qui va gagner Roland Garros chez les filles, on s'était complètement planté parce que il s'est passé dinguerie sur dinguerie en fait. Cela dit, Krejcikova, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dû la pronostiquer en vainqueur de Roland. Oui, c'est clair. Bon. Alors je te renvoie la patate chaude. Qui vois-tu remporter Wimbledon 2021 chez femmes? Alors qui je vois, c'est trop. Franchement, c'est hyper compliqué. On a très peu de visibilité. Alors oui, forcément sur le papier, Ashley Barty est forcément la favorite, mais elle a quand même fait forfait à Roland Garros. On sait pas trop physiquement où elle en est. Elle n'a pas joué depuis justement son forfait à Roland, donc ça va être compliqué aussi de voir. En plus, bon, elle joue Carla Suarez Navarro au premier tour, c'est une affiche assez sympa, je trouve. Oui, c'est une belle affiche. Barty, je pense que c'est un. Pardon, juste Barty, je pense que c'est un jeu qui peut vraiment bien s'exprimer sur cette surface. Hein. Oui, complètement. Elle a une finesse. Elle a bien remporté Wimbledon en junior, d'ailleurs. Ouais. Mais elle a le petit slice aussi. Elle a une intelligence tactique. Elle a une technique qui est pure. Elle a dit d'ailleurs, elle a déclaré qu'elle visait la victoire sur ce Wimbledon, donc c'est une joueuse qu'on va regarder en détail. Ça peut vraiment être sympa parce que là, dans le tableau féminin, là, je sens qu'il va y avoir des dingues en fait. Ça va être dinguerie sur dinguerie, ça va être finale entre Katie Boulter et Petkovic. Ça va être ça en fait. Ouais, non mais c'est pas impossible. Non mais après, Barty forcément favorite. Bon, il y a 2-3 joueuses, je te disais juste avant
qu'on lance la vidéo. Pourquoi pas des filles comme Ons Jabeur, par exemple, qui a gagné un titre la semaine dernière. Daria Kasatkina qui est en forme, qui peut peut-être aller loin aussi dans le tableau. Bon voilà, après il y a vraiment beaucoup de joueuses qui peuvent s'en sortir, mais c'est quand même voilà, c'est compliqué. Bon voilà, t'as toujours les Svitolina, les Pliskova aussi qui sont toujours là, mais en Grand Chelem on sait que c'est compliqué. Sabalenka, c'est pareil, sur 15 jours en majeur, ça c'est compliqué aussi. Donc j'ai l'impression que tout est compliqué. Tout est compliqué. Non, mais tout est compliqué et oui, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie, hein, très clairement. Après, ouais, il y a Serena aussi. Hein. On sait que Serena, elle aura plus de chances de remporter son fameux 24e Grand Chelem à Wim qu'à Roland-Garros, par exemple. Très certainement, ouais. Donc, attention aussi peut-être à Serena qui peut peut-être nous faire une petite surprise, même si personnellement j'y crois pas des masses, mais non, mais en fait quand je regarde le tableau, j'ai l'impression limite il y a autant de prétendantes que de joueuses. Que de joueuses, ouais. Ouais, non, alors il y a 128 favorites, qu'on soit clair. Pour toi, on va essayer de simplifier. Allez, je sais que c'est très difficile, mais ta finale projetée, qui tu verrais pouvoir se glisser en finale en sachant que comme je le disais, je pense qu'on va avoir Katie Boulter contre Petkovic. Mais pour toi, c'est quoi ? Bon, Barty, déjà, voilà, bon, on va pas se compliquer la tâche. Et qui contre Barty ? Alors là. Alors, je fais quoi ? Je ferme les yeux et j'en prends une au hasard ? Non, mais on veut pas. Je précise, hein, parce que peut-être que certaines personnes vont prendre ça au premier degré. Non, on n'est pas... du tout. Tu sais en plus que j'adore la WTA et je défends beaucoup les filles, mais c'est vrai que là, sur Wimbledon, ça fait 2 ans qu'on les a pas vues sur gazon, donc voilà, c'est difficile. Non, après, bon, je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas l'ultra favorite comme il y a sur le tableau masculin. Et déjà, de base, en WTA, on a l'impression que tout le monde peut gagner. Là en plus on est dans une situation particulière avec un contexte, avec pas de Wimbledon l'année dernière, avec une lisibilité qui est un peu floue, donc forcément ça ouvre des portes, ça ouvre beaucoup d'espoir pour pas mal de joueuses en fait. Ça c'est intéressant aussi, peut-être qu'il va se passer des choses, des petites dingueries comme on dit. Bah ouais. Et puis quand je vois la deuxième partie de tableau, très honnêtement, j'arrive pas à en détacher une plus que les autres. Alors je sais pas si c'est le scénario de Roland Garros qui fait que je suis ultra prudente, mais ouais, c'est... Non, j'en sais rien. Je pourrais te dire Sabalenka, ce serait tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 2, mais... Bon, moi personnellement je pars sur Ashley Barty, qui remporte Wimbledon. Tout simplement contre qui du coup ? Contre Katie Boulter. En fait, j'ai envie, c'est même pas un pronostic, j'ai juste envie que Ashley Barty remporte Wimbledon. Voilà. Ah oui, mais ça serait ce serait un kiff. On fait un dernier détour vers les garçons parce qu'on n'a pas donné notre finale projetée. Alors de mon côté, ce serait Novak Djokovic contre Matteo Berrettini. Voilà, je respecte un peu l'idée que j'avais sur mes favoris. Novak contre Matteo. Et je pense que Federer va sortir rapidement. Alors vous pourrez me ressortir ce clip, hein. Évidemment si Federer va en finale et bat Djokovic en sauvant 2 balles de match. Mais je vois cette finale-là, et avec une victoire de Novak Djokovic. De ton côté ? Victoire de Djokovic évidemment, et allez, j'ai envie de mettre Daniil contre lui en finale, pour être sympa. Oh, petite mini dinguerie. Allez, on se tente un truc, c'est vendredi, voilà, on se fait plaisir. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que le loustic qui faisait des travaux là en bas, ça vous a pas trop dérangé. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en bas de ce player. Qui voyez-vous remporter Wimbledon 2021 ? Ça paraît cousu de fil blanc, mais le sport est fait de surprises, le sport est fait d'événements étonnants. Donc Novak Djokovic n'a pas encore remporté son 20e Grand Chelem. On en est quand même très proche. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi pour un digest quotidien jusqu'à la finale de Wimbledon. Merci Charlotte de ta participation et à très bientôt. À toi.